Ici Eric Rémy, bienvenue en direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer sur certains dossiers, mais aussi vous éclairer sur des grandes orientations de la ville de Laval. Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre bureau. Merci de nous donner l'occasion de s'exprimer face à notre population. C'est jamais banal des émissions avec vous, et d'ailleurs, il y a toujours des sujets, et on va partir peut-être avec celui qui a fait le plus jaser ces derniers temps. C'est encore cette procédure pour vous destituer de votre titre de maire de Laval. Je sais que c'est judiciarisé, mais que vous avez quand même quelque chose à nous dire là-dessus, non? Bien, écoutez, normalement, quand c'est judiciarisé, on ne parle pas beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont soulevé des faits dernièrement qui étaient connus depuis le 6 mars. Oui, il y a eu une époque où je me posais des questions sur mon éligibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'opinion au directeur général des élections, au responsable des élections en Ville de Laval, et par la suite à 2 avocats, et la réponse a été que j'étais éligible. Alors, au moment où je me présente, je suis moralement convaincu que je suis éligible et j'ai toutes les raisons de croire que je suis éligible et que c'est un droit fondamental qui est offert à tous les citoyens. Alors, pour quelles raisons l'opposition poursuit ça? C'est des raisons qui me sont obscures pour moi. Est-ce que vous sentez ça comme une épée de Damoclès? Du tout. Ça ne m'empêche pas du tout de faire le travail que j'ai à faire. Ça consomme uniquement le temps de répondre aux questions des journalistes qui s'y intéressent. Bien sûr. Dans les autres sujets dont on peut parler, il y a le ministre Moreau qui a déposé des amendements pour le projet de loi 3 qui devait éventuellement être adopté. Est-ce que vous avez eu le temps de faire une tête là-dessus? J'ai examiné sommairement. J'attends toutefois une analyse de la part de notre contentieux, nos avocats responsables du fonds de pension, avant de faire des représentations et de décider si on va aller en commission parlementaire, présenter d'autres revendications. Mais pour l'instant, il serait prématuré d'émettre des commentaires à ce sujet-là. Comment ça se passe à Ville de Laval en ce moment? Nous avons 5 groupes d'employés qui ont signé des conventions collectives en acceptant une baisse de 3,5 % de la masse salariale pour l'employeur, en acceptant de reporter l'âge de la retraite, en acceptant une contribution accrue de leur part, d'éviter une indexation automatique au fonds de pension et de rendre la rente aux survivants optionnelle pour baisser le coût à l'employeur. Et ceci avant même qu'il y ait un épée de Damoclès d'avoir une loi spéciale. Alors, évidemment, ces employés-là ont beaucoup de mérite et surtout, ils nous envoient un signal fort qu'ils ont compris que les fonds de pension étaient en péril, étaient menacés et qu'ils se devaient de faire un effort avec l'employeur pour trouver des solutions. C'est ce qui a été fait. Il y a 2 groupes d'employés qui ont négocié, et j'ose croire, et je suis convaincu de bonne foi, qui sont l'École blanc et les policiers, mais qui n'est pas arrivé d'entente, et j'ai compris que c'est à cause de l'avènement de la loi 3, ils voulaient attendre, voir où tomberait la loi 3 avant de signer des ententes. Est-ce que les moyens de pression sont vivables? Les moyens de pression, les employés ont le droit de s'exprimer. Et nous allons respecter ce droit-là. Ils n'ont pas le droit de faire de vandalisme. Ils n'ont pas le droit de briser des choses ou d'utiliser du matériel de la ville pour revendiquer. Alors, il y a eu dernièrement une manifestation ici à l'Hôtel de Ville où ils ont mis des autocollants un peu partout. Ils ont reçu l'addition. Pour les enlever. Ça a coûté pour les enlever. Et un grief pour s'assurer qu'un arbitre leur commande de payer cette addition-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de M. Coderre avec ces mesures, je dirais, punitives contre les gens qui ont manifesté à l'Hôtel de Ville? Écoutez, moi, je ne veux pas passer de commentaires sur les autres, c'est leur problème. On a assez à gérer à Ville de Laval, tout ça. Et l'avenir dira si les décisions ont été les bonnes, autant du côté lavallois, montréalais ou autre. On a parlé d'autoroute 19, projet que vous appuyez, bien sûr, mais on a mis un chiffre qu'on ne savait pas. 600 millions de dollars que ça coûterait pour 8 km. D'ailleurs, il y a le président du CRE de Laval, M. Guy Garand, qui mentionne être, je dirais, pas tout à fait en accord avec ça, en disant que c'est beaucoup trop cher et que, dans le fond, ce n'est que pour mettre un autocollant de développement durable sur ce projet-là qu'on arrive avec le prolongement de l'autoroute 19. Je
suis souvent en accord avec les opinions de M. Garrett, que je connais assez bien d'ailleurs pour l'appeler Guy. Sauf que cette fois-ci, je ne partage pas son opinion. Ce n'est pas uniquement que 8 km de l'autoroute 19. C'est une voie réservée aux autobus. C'est aussi une piste cyclable. C'est aussi des échangeurs. C'est aussi des aménagements qui sont inévitables. Il va falloir les faire dans le temps. Et aujourd'hui, ils coûtent probablement moins cher que dans 5 ans. Et l'autre aspect, les bouchons de circulation sont quotidiens et énormes. Alors, le CO2, les pertes de temps pour les citoyens qui empruntent ça, alors, c'est la qualité de vie plus le coût. Alors, pour moi, c'est nécessaire. Il s'agit de bien le faire, de le faire dans le respect de nos normes environnementales et avec le moins d'inconvénients possible pour les citoyens. Et je maintiens que c'est inévitable. Ça coûte moins cher aujourd'hui que ça coûtera dans quelques années. Lui, il dit qu'il préconise plutôt pour les autoroutes de la banlieue nord, c'est-à-dire la 13, la 15, la 25, la 440, le grand boulevard de Laval comme Saint-Martin ou de la Concorde, d'avoir donc des voies réservées qui nous mèneraient vers le métro Cartier ou le métro Montmorency, plutôt que ce projet de prolongement. Alors, il y a déjà eu un programme d'annoncer là-dessus. Il y a des travaux qui se font. Nous sommes à travailler pour faire ces voies-là. Ça va prendre encore quelques mois, peut-être 6 mois, 1 an, puis il y a certaines de ces voies-là qui vont apparaître. Maintenant, un n'est pas en opposition avec l'autre. Éventuellement, il faut tendre à réaliser tous ces projets-là, incluant le 19. Maintenant, parlons des procédures de récupération des argents détournés. Vous l'aviez annoncé, vous aviez annoncé vos couleurs là-dessus, mais là, vous avez effectivement mandaté des gens, des avocats entre autres, pour aller récupérer des dizaines et des dizaines de millions de dollars qui ont été détournés. Et non seulement ça, mais on a trouvé quelques 208 boîtes ici même dans l'hôtel de ville, dans le sous-sol. Est-ce que pour vous, c'était Noël cette journée-là? Non, c'était pas nécessairement Noël, mais disons que c'était une surprise. J'explique un petit peu les circonstances. J'ai été informé qu'avant notre élection, que M. Vaillancourt s'était présenté à quelques occasions à l'hôtel de ville, dont une fois qu'il avait attendu 1h30 dans la hall d'entrée, ce qui rendait l'ensemble du personnel inconfortable. On a cherché à savoir pourquoi. Et, semble-t-il, M. Vaillancourt avait des effets personnels à récupérer ici. Premièrement, j'ai avisé par écrit M. Vaillancourt que s'il avait besoin de quoi que ce soit à l'hôtel de ville, de se référer directement à moi. Je m'assurerais de répondre à ses besoins comme n'importe quel citoyen. Toutefois, j'apprécierais qu'il ne se présente pas à l'hôtel de ville autrement, dû à toutes les circonstances qui entourent les dossiers qui sont judiciarisés. J'ai demandé à voir quels étaient ces effets qu'il voulait récupérer. Et on a eu un peu une surprise, premièrement, des effets remisés dans la chambre à fournaise et 208 boîtes. Alors, on n'a pas ouvert les boîtes. On a demandé une opinion à des avocats externes à la Ville de Laval, mais spécialisés dans le domaine, à qui appartenaient ces boîtes-là. Elles appartiennent à la fonction de maire ou à la personne qui est M. Gilles Vaillancourt. La personne morale, en fait. Effectivement. Et ça a pris beaucoup de recherche parce que c'est une question qui a été à peu près rarement soulevée. Et suite à l'opinion que nous avons eue, ils appartiennent à la fonction de maire. Et par la suite, nous avons débuté une analyse, une première analyse de ces boîtes-là. Donc, vous les avez ouvertes? Oui. On a vérifié les documents qui étaient dedans? On a engagé une firme spécialisée pour en faire l'analyse. Est-ce que vous les avez transmises à l'UPAC? Ils sont disponibles pour l'UPAC. Ils n'ont pas été transmises à l'UPAC. Ce que nous avons fait avec l'UPAC, si vous vous rappelez, nous avons envoyé une lettre à l'UPAC en début de mandat, disant si vous avez besoin de quelque information à Laval, de quelques documents, strictement nous en faire la demande, en autant qu'il y a un numéro de dossier opérationnel. Vous n'avez pas besoin de mandat de perquisition, tout vous sera transmis. Nous avons fait la même offre à la commission Charbonneau. Alors, dans l'éventualité où l'UPAC a une enquête, des motifs raisonnables d'enquêter sur un dossier, quel qu'il soit, de l'administration antérieure ou même de l'administration actuelle, ils n'ont pas besoin de répondre aux exigences qui exigent un mandat de perquisition. Une simple demande
et nous allons leur transmettre l'information. Ces 208 boîtes, elles sont ici dans l'hôtel de ville ou elles sont sous-scellées à quelque part? Ils sont sous-scellés à quelque part. L'autre question. Parlons, entre autres, il y a le directeur général de la Ville de Laval qui a parlé à la commission Charbonneau. Il parlait de la difficulté de remettre cette ville-là droite avec des règles nouvelles, donc une nouvelle charte de la Ville de Laval. C'est un peu comme la rénovation, c'est-à-dire que c'est compliqué la rénovation, puis c'est quelquefois plus facile de raser le bâtiment et de repartir à neuf. C'est un peu ça le défi de votre directeur général, non? Oui, en fait, lorsque nous avons pris le pouvoir avant l'embauche du directeur général, on s'est rendu compte que la charte était désuète, dysfonctionnelle et inappropriée dans le contexte municipal. C'est une charte privée qui centralise tout le pouvoir sur le comité exécutif et qui a été modifiée à plus d'une vingtaine d'occasions, mais à la pièce. Et lorsqu'on demandait des opinions à notre contentieux, il était toujours perplexe sur l'interprétation de la charte parce qu'il y a des modifications qui semblent contredire d'autres bouts. Alors, on a eu une première évaluation très succincte et suite à ça, on a dit il faut rajeunir, moderniser la charte et arriver avec une charte plus fonctionnelle et qui permettra une meilleure administration. Parce qu'elle laissait place à quoi au juste, cette charte-là? Qu'est-ce qu'elle laissait place? Les pouvoirs étaient centralisés au niveau du comité exécutif, notamment. Donc, une poignée de personnes pouvaient décider. Une poignée de personnes. Et non seulement on décidait des règlements, on décidait de l'application de ces règlements-là. Alors, il est très, très rare que tu vois quelque chose... Tu peux pas être juge et parti en même temps. Mais tu peux pas être le législateur qui fait la loi, le policier qui l'applique, puis le juge qui... C'est ça. Alors, il faut, à un moment donné, ramener un certain bon sens. Alors là, nous, ce que nous allons faire, de rédiger une nouvelle charte, c'est long. C'est un processus qui est long, qu'on parle en termes d'années. Et c'est soumis au gouvernement du Québec qui, lui, devra l'assimiler et l'approuver. Bon. Alors, entre-temps, nous devrions, en octobre, déposer des règlements pour modifier la façon de faire en attendant que la charte soit modifiée. Alors, ce que nous allons faire, nous allons déléguer du pouvoir aux différents directeurs de services. Alors, aujourd'hui, la façon que ça fonctionne, le directeur fait approuver son budget et après ça, quand il veut dépenser 100 $ dans son budget, il est obligé de revenir demander la permission au comité exécutif. Ça ne se fera plus. D'abord, ça va rendre le processus plus rapide. Plus rapide, et on va rendre les gens imputables. Plus autonomes aussi. Plus d'autonomie, plus d'agilité. On va raccourcir les délais dans différents départements, éviter un paquet de procédures inutiles. Alors, nous allons déléguer vers le bas plusieurs pouvoirs, et on s'est inspiré de ce qui se fait dans d'autres municipalités pour bien jauger la portée de notre règlement. Et nous allons aussi déléguer, puis ça démontre le non-sens, vers le haut. Ce qui veut dire que, et je vous annonce une primaire, nous allons permettre ou exiger dorénavant que toute dépense de plus de 200 000 $ passe par le conseil municipal. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. J'aurais pu autoriser avec le comité exécutif une dépense sans limite au niveau du comité exécutif. Selon l'ancienne charte. Selon la charte actuelle. C'est ça. Alors, nous, en attendant qu'on puisse modifier la charte, qui est un processus long, on va suggérer un règlement municipal qui sera partiel, mais qui va viser ça pour plafonner à 200 000 $ ce qu'un comité exécutif peut dépenser. À titre d'exemple, à Montréal, c'est 500 000, le plafond. Alors, nous, à 200 000, on dit c'est raisonnable, Alors, ça sera un règlement en attendant qu'on puisse le placer dans la charte. Je vous dirais qu'au moment où on se parle, probablement le legs le plus important que notre présente administration laissera aux citoyens de Ville-de-Laval sera la nouvelle charte, qui va rendre plus difficile la collusion
et qui va permettre une administration plus rapide, plus saine et probablement à moindre coût pour les citoyens de Ville de Laval. Et plus transparente. Et beaucoup plus transparente. Parlons de transparence, justement. Il y a le ministre responsable de l'administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes et président du Conseil du Trésor, M. Martin Coiteux. Il y a le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Pierre Moreau, et aussi le ministre des Transports et ministre responsable de la région de Montréal, M. Robert Poetti, qui ont annoncé le 16 septembre dernier que le plafond pour les contrats publics pour passer à travers le processus de validation de l'AMF passait de 10 millions à 5 millions. Est-ce que ça fait votre affaire? Est-ce que ça vient ralentir la machine ou au contraire, ça la rend encore peut-être plus incorruptible? Bien, écoutez, moi, je suis très confortable et c'est l'orientation qu'on pense qui doit être prise. Maintenant, ça va dépendre de la mécanique qui va s'appliquer. Alors, je suis pour en autant qu'effectivement, ça ne ralentisse pas le processus de prise de décision et qu'ils pourront être suffisamment agiles pour réagir rapidement. Parce que dans l'administration municipale, comme dans le commerce, le temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Et il y a des gens qui se plaignent justement de la lenteur du système depuis que ces nouvelles... En fait, on va parler de coupe-feu pour empêcher justement qu'il y ait la façon de faire du bon vieux temps, on va dire. Effectivement. Mais je ferai un parallèle avec l'exercice qu'on fait, nous, à l'interne. On donne une plus grande délégation de pouvoir à nos directeurs de services, mais ils ont aussi une notion de rendre compte qui est de beaucoup supérieure, à ce qui fait qu'ils seront imputables de leurs décisions, de leurs gestes. Parlons d'un de vos élus, un des membres de votre équipe, qui a décidé de s'en aller dans l'opposition. Il s'agit du conseiller municipal, M. Pierre Anthian. Anthian. Est-ce que c'est un soulier, en fait, est-ce que c'est une roche dans votre soulier qu'un des membres de votre parti s'en aille dans l'opposition? Écoutez, on aurait préféré que Pierre reste avec nous, je ne le cache pas. Maintenant, c'est sa décision. On respecte ça. Notre objectif, c'est de s'assurer que les citoyens de son district, de Laval-des-Rapides, soient très bien servis et nous allons continuer à travailler en collégialité avec tous ceux et celles qui veulent travailler avec nous. Maintenant, allons-y avec la Place Belle. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là? Alors, la Place Belle, l'annonce se fait le 6 octobre. Donc, dans quelques jours, puisqu'au moment où on enregistre, on est le 3. Effectivement. Alors, vous avez une primaire. Nous allons annoncer à ce moment-là qui a eu le contrat, la participation financière du gouvernement du Québec, de Ville de Laval et l'échéancier prévu pour la construction de la Place Belle. Alors, c'est un grand jour, c'est une belle annonce pour les citoyens de Ville de Laval parce que la Place Belle est une nécessité, est un besoin sur le plan culturel, sur le plan économique, commercial. Et je vous dirais, c'est attendu depuis longtemps. J'imagine que vous allez aussi annoncer un échéancier à partir du moment où vous avez toutes ces grandes nouvelles à nous annoncer. Effectivement. Et puis, je vous dis, un souhait de ma part, j'espère qu'en début 2017, on pourra déjà annoncer la programmation, 240 jours de programmation culturelle. Et je travaille avec M. Molson pour le convaincre qu'une équipe professionnelle de hockey devrait être attrayant pour lui, pour nous. Vous faites un peu votre Régis Labaume, là. Oui, mais à un autre niveau, à une autre façon. Parlons des zones inondables. Oui. C'est un gros dossier qui traîne depuis, je dis une décennie, c'est peut-être plus que ça. Est-ce qu'on est à la veille de voir la lumière au bout du tunnel, M. le maire? J'ai envoyé une lettre aux personnes concernées. Donc, tous les gens qui vivent dans ces régions-là, en fait? Je vous dirais, grosso modo, près de 700 familles. La lettre est partie il y a quelques jours seulement, leur annonçant qu'au mois de novembre, nous allons déposer un projet de règlement pour atténuer les effets de la réglementation sur les terrains inondables 0-20 ans.
tel qui est un souhait de la population. Et c'est suite à une étude qu'on a faite d'à peu près tout ce qui existe dans la province pour voir les possibilités, l'interprétation, et on a négocié régulièrement avec le ministère pour être sûr qu'il était confortable dans la direction qu'on se rendait. Donc, vous avez affronté les cotes de crue d'une certaine façon, ou vous les avez remises en cause? Il y a, sur deux plans. Un, sur les cotes de crue. Alors, je suis confiant que les zones inondables 0-20 ans seront réduites et de beaucoup. Et on devrait être capable, au mois de novembre, déposer un projet de règlement à cet effet-là. Mais on a aussi attaqué l'aspect réglementation. Alors, est-ce que je peux avoir un cabanon? Est-ce que je peux avoir tel genre d'installation dans ma cour? Parce que ça complexifie la vie de ces gens-là qui veulent acheter des maisons dans ces zones-là, ou qui les ont déjà, pour les assurer, entre autres. Effectivement, mais c'est surtout le changement qui s'est fait et de la façon brutale que ça s'est fait. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté des maisons dans ces zones-là, sachant ce qu'ils achetaient. Mais lorsqu'il arrive un changement de réglementation, où tu achètes dans le 0-100 ans et tu te retrouves un an après dans le 0-20 ans, écoutez, c'est brutal. Ouais. Alors, on s'est attaqué à ces deux facettes-là et je suis confiant de respecter l'échéancier qu'on s'était fixé dans les 6 derniers mois, ce qui veut dire avant la fin de l'année, d'être capable de proposer aux gens, c'est-à-dire un règlement, une assemblée de consultation et modifier notre schéma d'aménagement par la suite. Maintenant, parlons du partage des structures de Laval avec la commission scolaire. Ouais. C'est une rationalisation que vous faites, M. le maire? C'est une rationalisation et en même temps optimiser les installations des deux côtés au plus grand bénéfice des citoyens de la Laval. Alors, les cours d'école, si on est capable d'aménager un parc adjacent à une cour d'école, les enfants, lorsqu'ils sont à l'école, ils profitent du parc. Et nous, si ça nous évite de construire un chalet parce qu'on utilise les facilités ou l'édifice de l'école en partie, quand l'école est fermée, mais c'est une situation gagnante-gagnante. Et ça a été possible dû au climat de confiance entre la commission scolaire, Mme Lortie, et nous, pour rédiger une entente fort complexe à ce sujet-là. Et un de mes fonctionnaires me disait, moi, ça fait 25 ans que je suis à la ville, j'ai jamais vu ça. C'est une entente historique pour lui. Oui, lui parce qui que participait à négocier à ça. Oui, c'est des mondes séparés maintenant, habituellement, en fait. C'est ça. Mais maintenant, on s'est fait confiance, on a mis en commun l'usage de ça. Et pour moi, c'est le gros bon sens. Parlons des tarifs incitatifs de la STL, et ça doit vous faire plaisir, qui ont eu du succès, non seulement les aînés avec le programme Horizon 65 ans plus, mais les jeunes avec le programme Extra, vous ont suivi, mais vraiment énormément. Est-ce que vous allez laisser ces programmes-là? Oui, premièrement, pour les aînés, on va poursuivre ça. En tout cas, dans mon esprit, là, c'est lancé. On revient pas en arrière. OK. Maintenant, pour les jeunes. Pour les jeunes, on veut le faire aussi évoluer, voir jusqu'où on pourrait aller dans cet horizon-là. Maintenant, c'est une question de budget aussi et de sensibilité à toute la mobilité et l'environnement. Vous savez que le transport en commun est probablement une des grandes solutions qu'il faut privilégier pour régler les problèmes atmosphériques, de pollution, des lots de chaleur, de circulation. Absolument. Alors, ça touche directement la qualité de vie des citoyens et nous allons poursuivre un effort pour améliorer le transport en commun à Laval. À ce jour, 20 de la population lavalloise de 65 ans et plus est prévalue de votre programme, mais chez les jeunes, plus de 2400 titres ont trouvé preneur, on parle d'une pénétration de 80 %. Effectivement. Donc, ça a été, comme je disais, un grand succès. 2 millions de dollars maintenant pour les aînés de Laval. Laval est une ville qui vieillit. Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous rassure? Mais écoutez, moi, je fais beaucoup de visites d'organismes, d'implications. Nos aînés sont impliqués, sont grandement impliqués et font du bénévolat dans toutes sortes d'organismes. C'est vrai que c'est une économie qu'on ne chiffre pas, mais qui est énorme. Qui est énorme, oui. Et nous n'avons pas les moyens de payer tout le bénévolat qui se fait à Ville-de-Laval. Alors oui,
d'assister et d'accompagner nos aînés lorsqu'ils s'impliquent dans toutes sortes d'œuvres, c'est formidable. Et dans ce sens-là, nous avons l'intention de mettre des mesures pour permettre aux aînés de rester à domicile, d'avoir une bonne qualité de vie. Le transport en commun gratuit, c'est un de ses objectifs. Alors, on maintient le cap dans cette direction-là. Vous avez probablement vu les chiffres. En 2026, selon la prévision de l'Institut de la statistique au Québec, il y a les aînés qui vont compter pour 23 % de votre population. Ouais. C'est un tiers de votre population, un quart de votre population qui serait âgée de 65 ans et plus. Mais je vous donne un exemple. Moi, lorsque j'étais plus jeune, on parlait de liberté 55. Oui. J'ai 63 ans et j'ai décidé de continuer à travailler. C'est vrai. Alors, l'âge ne représente plus aujourd'hui ce qu'il représentait il y a 20 ans. On n'a et pas nos le même aînés âge, sont vrai. actifs plus longtemps, en santé plus longtemps, et tant mieux. Oui. Monsieur le maire, il reste 60 secondes. Je vais vous les laisser pour que vous vous adressiez directement aux citoyens et citoyennes en direct de votre bureau. Mais écoutez, j'aimerais présenter... Ce matin, j'assistais au lancement d'un agenda qui a été préparé par des bénévoles, des gens qui s'impliquent à Ville de Laval, qui est la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus et le Centre d'archives de Laval. Qui a ceci de particulier... Si vous permettez, je vais le tenir pendant que vous en discutez. C'est un agenda qui relate des événements aux différentes dates qui sont survenus sur une base historique à Ville de Laval. Vous savez que les premiers colons, les premiers gestes concernant la Ville de Laval, c'est en 1636, où le gouvernement de la France a remis l'île aux Jésuites. C'est devenu C'est le pour Jésus. ça que ça s'appelait l'île Jésus. Exactement. Et il est arrivé des événements au fil des siècles, au fil des ans, à différentes dates, et c'est immortalisé dans cet agenda-là, qui, en plus d'être une pièce de collection, est aussi l'occasion pour le 50e anniversaire de Ville de Laval, qui aura lieu en 2015, de se mettre en évidence. Et on va pouvoir se le procurer où, M. le maire? On va pouvoir se le procurer un peu partout. Là, la distribution, je ne le sais pas, mais sûrement dans la bibliothèque de Ville de Laval, mais aussi dans les bonnes librairies de Ville de Laval. Comme ils disent. Et sinon, sur laval.ca, vous pouvez avoir des informations là-dessus. Et Monsieur merci le maire, encore une fois. Ça fait le tour de notre émission mensuelle. On se retrouve le mois prochain. Formidable. Merci. Merci, M. le maire. Au revoir. Au mois prochain, tout le monde.